Regarde, c'est bon. Ah non. Ah le mille. Ah ouais, ah oui, c'est pour la baie, Bourgeois et Loubert. Oui, c'est ça. La fête. Alors la famille des Après on va à l'endroit. Parce que sinon, c'est pas un problème. C'est l'information. Ouais, l'année dernière. Ouais, voilà. C'est pour ça, Vous avez eu des problèmes avec le temps? Oui, la dernière fois pour vous accueillir, donc je travaille à l'office de tourisme, c'est Catherine qui est bénévole. Bonjour. Et passionnée de l'Octudie qui va vous emmener en promenade pendant 3 heures, donc soyez bien sages. Terrible. on va essayer. Donc très belle promenade, n'hésitez pas à repasser à l'office au retour pour vos commentaires ou vos besoins, vos questions, etc. Et voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir madame. À tout à l'heure. Merci. Alors, avant de démarrer, je voudrais savoir si vous êtes tous bien installés. Est-ce qu'il y a des loctudistes parmi vous? Oui. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez des anecdotes, des choses à ajouter, je suis tout à fait partante pour les entendre et les divulguer. Ça c'est bien. Voilà. Eh bien, nous allons commencer la promenade par le port de Plaisance. Ah, bonjour, ça va? Moi, je suis pas de Quimper, moi, je suis de Je vais vous accompagner cet après-midi. Donc je vous rappelle que la ceinture de sécurité est obligatoire. Voilà. Alors, nous allons d'abord nous diriger vers le port de Plaisance. Et tout en se dirigeant vers le port de Plaisance, je vais vous donner quelques petites indications sur le terme Loctudie. Loctudie, en fait, ça s'écrivait en... Ah oui, il y a les messieurs dames m'ont demandé si vous pouviez couper la ventilation au fond. Excusez-moi, j'avais oublié. Par contre, il va faire chaud. Après, vous risquez d'avoir chaud, vous nous direz, on en remettra. Alors, Loctudie, en fait, ça s'écrivait Loc, L-O-K, plus loin Tudi, T-U-D-I, parce que c'était un mot breton et que le K et le Y n'existaient pas, et le C non plus. Loc, en fait, ça veut dire que c'est un lieu sacré, un ermitage, et Tudi, c'est le nom d'un moine qui serait venu du Pays de Galles au 5e siècle et qui se serait installé dans l'estuaire que nous allons voir maintenant et qui est entre l'Iltudie et l'Octudie. Alors au départ, il faut savoir que l'Octudie était une commune extrêmement étendue puisque en fait elle comprenait les communes de Pont-l'Abbé et de Pleumeur. C'était, voilà, c'était même Pleumeur, là, jusqu'à la pointe de la Torche, c'était toute la paroisse de l'Octudie. C'était extrêmement grand et il y avait 1700 habitants. Et puis, au moment de la commune, en 1791, elle a perdu Pont-l'Abbé et Pleumeur et elle a gagné l'Arvor. Et en fait, du coup, elle est passée à cette époque-là à 1070 habitants. Actuellement, nous sommes 4000 habitants en hiver. Et en été, nous sommes 8 à 12 000 habitants. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 50% des résidences de l'Octudie qui sont des résidences secondaires. Malgré tout, il y a une vie économique assez importante puisque selon les derniers chiffres INSEE de 2013, nous avons 356 structures qui accueillent 900 salariés. Alors essentiellement c'est au port de pêche, au port de plaisance et effectivement pour le tourisme, commerce, transport et services.
L'Octudie a 8 km de côte et nous avons beaucoup de plages que nous allons essayer de découvrir petit à petit. Là, nous allons aller tout au bout du port de Plaisance. On va descendre pour que je vous explique un petit peu géographiquement comment se situe l'Octudie par rapport aux autres communes et par rapport à l'estuaire. Bon, on va se dire que le gros nuage noir là-bas, il part vers Quimper et que nous, on va vers le soleil. Hein. Oui, oui. Par contre, après, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Parce que, en fait, moi, je ne suis pas bretonnante, donc peut-être que je ne prononce pas bien les mots. Voilà. Alors ici, en fait, comme vous voyez, l'Octudie a une situation privilégiée parce qu'elle est à l'entrée de l'estuaire, elle est orientée au sud et elle est protégée des vents d'ouest. Alors les deux communes limitrophes, ce sont Pont-l'Abbé d'un côté, Plobanalec-Lesconil de l'autre et l'Île-Tudy que vous avez en face de vous. La commune de l'Île-Tudy, en fait, c'est une ancienne île qui est devenue une presqu'île. Et elle se trouve vis-à-vis de l'autre côté de l'estuaire à 360 mètres. Et vous voyez le petit bateau rouge et blanc là, c'est un petit bateau qui nous permet d'aller de l'Île-Tudy à l'Octudie constamment je crois que c'est 9h jusqu'à 21h en ce moment. Hein. Et pour 3 € l'aller-retour, vous pouvez aller vous promener de l'autre côté, c'est très agréable. Alors, en fait, l'estuaire, il s'appelle Anne-Terre. Ça veut dire qu'il a 3 bras de rivière. Alors, vous voyez ici, la rivière de Pont-l'Abbé, en fait, elle a 3 bras. Je vais vous faire passer les plans pour que vous voyez un petit peu mieux. Et ces 3 bras, en fait, il y en a un qui part vers Combrit, un autre qui part vers Pont-l'Abbé, et enfin un autre qui part vers Penarveur, où nous nous arrêterons tout à l'heure. Pour que vous vous rendiez bien compte, je vous ai mis une photo vue du ciel, où on voit justement toutes les petites îles qui se trouvent tout autour dans cet estuaire. Alors en fait, vous avez l'île Kéfen. Alors l'île Kéfen, c'est la petite île que vous voyez. Alors on aperçoit normalement, alors il faut se déplacer un petit peu à gauche. Vous voyez, il y a un petit camion qui passe tout au fond là-bas. Voilà, et ben ça c'est l'île Kéfen. Là, le pont que vous voyez tout de suite, il vient dans cette île-là qui est l'île Garot. Ce sont des îles privées. Tout à fait. Et en fait, les arbres que vous voyez là-bas tout au fond, c'est l'île Chevalier, auquel on peut accéder à partir de Pont-l'Abbé. Et il y a aussi une toute petite île qu'on ne voit pas d'ici qui s'appelle l'île Aura. Alors en fait, ici, ce sont des vasières et c'est vraiment des réserves d'oiseaux. Et tout à l'heure, lorsque nous serons au domaine du Dourdi, je vous montrerai un endroit où si vous voulez vous promener le soir pour voir les oiseaux venir boire, c'est vraiment très intéressant. Il y a un sentier de grande randonnée qui est le GR34 qui longe donc toute la Bretagne et qui ici remonte jusqu'à Pont-l'Abbé. Et vraiment qui est très agréable à faire, qui est très praticable. Alors ici vous avez le port de Plaisance, il est géré par la commune. On a 565 places sur les pontons et on a 80 bouées pour accueillir les bateaux. Mais il faut savoir qu'en fait, on a une liste d'attente de 456 demandes. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a eu 7132 nuits d'escale. Wow. Donc de gens de passage. Alors il y a beaucoup de Français bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de bateaux anglais qui viennent. On a eu des bateaux allemands. On a eu des Hollandais et des Belges. Alors ici, on a ce qu'on appelle le pavillon bleu. Le pavillon bleu, il est donné aux communes et aux ports qui font de très gros efforts au niveau de l'environnement. Donc au niveau de la gestion, vous savez, quand ils font
des vidanges, la gestion de l'huile de vidange, la gestion des déchets, du milieu, etc. Et puis des eaux usées. Et en fait, on a encore obtenu le label Pavillon Bleu, ce qui est vraiment super. Alors, vous voyez, quand vous allez tout au bout de cette jetée, vous avez la capitainerie. Alors, sachez que devant la capitainerie, sur la vitrine de la capitainerie, vous avez ce qu'on appelle la météo marine, qui est souvent bien plus précise que les météos que vous pouvez entendre à droite et à gauche. Alors, vous avez un magasin d'accastillage, il y a des locations de bateaux, il y a une crêperie, vous avez pas mal d'activités au bout de ce port. Voilà. Alors là, ah non, j'ai cru qu'il allait partir, il n'est pas encore parti. Donc, vous voyez, il fait constamment la navette entre les deux. Hein. Et c'est très joli d'aller se promener. Est-ce que vous avez des questions qu'il ne faut pas hésiter ou des choses à ajouter? C'est très bien parce qu'aujourd'hui, comme on est à marée basse, on se rend vraiment compte, vous voyez les rochers. Imaginez-vous qu'aux grandes marées, il y a des rochers partout et qu'il est extrêmement difficile de pénétrer dans le port de l'Octudie. Et en fait, les marins, ils avaient l'habitude de donner des noms aux rochers. Alors, ils donnaient des noms selon leur forme. Par exemple, tout à l'heure, quand on sera au port de l'Arvor, je vous montrerai le Carrec-Ir, qui est un rocher long. Des fois, ils disaient que ça ressemblait à une jument. Alors, ils l'appelaient Gazec, parce que ça se dit comme ça en breton. Et celle-ci, ils avaient l'impression qu'il y avait une compagnie de perdrix, parce que comme il y a tout un tas de rochers là autour de cette tourelle, ils voyaient une colonie de perdrix sur un champ. Et du coup, ça s'est appelé les perdrix. Et le nom en breton, alors je ne vous garantis pas la prononciation, ça doit être Gluger ou Gluger. Donc ça a été le nom donné à cette tourelle qui est vraiment le symbole de l'Octudie et de l'île Tudie. Ensuite, il faut savoir, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, que le port de pêche a d'abord été un très gros port de commerce et qu'on avait énormément de trafic et de gros bateaux qui passaient dans cet estuaire, et il y a eu énormément de naufrages. Et alors au départ, on avait décidé de signaler cet ensemble de rochers par un petit pieu avec un tonnelet, mais évidemment ça ne suffisait pas. Ensuite, on avait fait une balise surmontée d'un petit voyant, ça ne suffisait pas toujours. Il y a un deux-mâts qui venait de Cardiff avec de la houille à bord qui s'est échoué. Et là, ils ont vraiment décidé de construire cette tourelle qui faisait 17,40 m de haut, qui fait toujours 17,40 m de haut, avec un feu permanent. Elle a été mise en service en 1918 et à l'origine, elle était peinte en rouge. Et puis, en 1947, on a eu cette idée de faire des damiers noirs et blancs. Est-ce que vous avez une idée du nombre de carrés que nous avons là? Non. Alors peut-être que quelqu'un le sait. Alors en fait, on a voulu reproduire un échiquier. Et donc sur un échiquier, il y a 64 cases. Donc là, en fait, vous n'en voyez qu'une partie parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas carrée, elle est C'est la seule tourelle à damier au monde, je pense. Mais justement, il y a eu une grande bagarre avec les phares et balises parce qu'on n'était pas du tout dans les clous par rapport au fait, vous savez, il faut que ce soit vert à tribord et rouge à bâbord. Et donc, on nous a demandé de la repeindre. Et en fait, ils n'ont pas voulu la repeindre. Alors, comme ils n'ont pas voulu la repeindre, ils ont installé toutes les bouées vertes et rouges que vous voyez. Oui. Vous voyez les bouées vertes et rouges qui maintenant symbolisent bien le chenal où on est sûr de ne pas s'échouer. Alors évidemment, tout ça, ça a été fait en 2000 et du coup, cette tourelle, elle devenait inopérante. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les phares et balises? Ils l'ont délestée de sa coiffe, ils l'ont déclassée et je peux vous assurer que moi qui l'ai vue, elle était très moche. Elle était toute bizarre parce qu'elle n'avait plus tout le haut. Et l'Octudie et l'île Tudie se sont mis d'accord. Ils ont demandé à avoir la concession. Et dès qu'ils ont obtenu la concession, ils ont remis la coiffe à l'identique. Mais maintenant, elle ne sert plus à rien. Elle n'est plus allumée le soir. Il n'y a pas d'électricité, rien. Mais au moins, elle ressemble à quelque chose. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de remonter dans le car et je vais vous raconter l'histoire du port de pêche.
Mais on... Le port de pêche n'était pas un port de pêche à l'origine. Au départ, on avait quelques paysans pêcheurs parce qu'en fait, l'Octudie... Ah, pas encore, je vais vous en parler, oui. L'Octudie, on disait que c'était un pays de cocagne parce que tout ce qu'on plantait poussait merveilleusement bien. Je trouve que c'est encore un peu d'actualité d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est d'où on est parti. C'était sous l'eau. Je vais vous envoyer des photos tout à l'heure que vous allez voir. Tout était sous l'eau et de ce fait, les barques des paysans, ils les mettaient sur la place de la mairie et puis de temps en temps, ils allaient un petit peu à la pêche, mais pour leur famille. Et puis en 1815, et là on y vient, le châtelain du manoir de Kérazan, Édouard le Normand de Varanne, a proposé à ses locataires de se mettre à cultiver la pomme de terre. Il a dit, si vous vous mettez à cultiver la pomme de terre, je me chargerai de la commercialisation. Et donc il a organisé tout un export de pommes de terre vers l'Angleterre, contre du ciment, du bois, du charbon. Et également, on avait un trafic vers Bordeaux et on remontait du vin. Et pendant environ un siècle, l'Octudie a été un grand port de commerce puisque c'était le deuxième après Brest et avant Morlaix. Alors au départ, on n'avait qu'une petite cale qu'on appelait la cale du Passeur qui est en bas de la rue du Port et on avait la double activité commerce et pêche. Et petit à petit, les cales se sont agrandies et maintenant nous avons 920 mètres de quai. Mais malheureusement, en 1930, il y a eu le Doryfort en Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne a fermé ses frontières parce qu'elle a voulu appliquer un protectionnisme sanitaire à l'extrême. Alors après en 1950, on a eu un petit peu d'export vers les pays du Maghreb, mais en 1960, tout s'est arrêté. Parallèlement à ça, la pêche a commencé à se développer et en 1895, on a commencé à avoir des petites pinasses sardinières, des chaloupes, des biséniers. Et à ce moment-là, tous les bateaux étaient immatriculés à Quimper. Et là, quand on va s'approcher du quai, vous allez voir que les bateaux, ils ont... Oui, à gauche, là, merci. Les bateaux, ils ont un GV parce que maintenant, nous faisons partie du Guilvinec. Et à l'époque, c'était Quimper, c'était Q. Si vous allez à Lorient, c'est LO. Vous voyez, selon les endroits où vous êtes, vous avez des lettres différentes. Alors là, vous allez voir en face de vous différents bateaux. Alors, vous avez des petits bateaux des petits canottes qui vont à la journée poser les casiers. Vous avez des côtiers, on a 15 canottes, on a 9 côtiers et on a 12 hauturiers. Les hauturiers, ce sont les gros bateaux que vous voyez comme le rouge qui est là-bas en face de vous. Et donc ceux-là, ils partent une quinzaine de jours et ils vont en mer d'Irlande. Alors ici, le grand produit, vous voyez, c'est écrit Demoiselle de l'Octudie en face de vous. Le grand produit pêché, c'était la langoustine. Et pendant longtemps, on a appelé ça la Demoiselle de l'Octudie. C'était une appellation dans les menus des restaurants. Le problème, c'est que les coûts de revient avec l'augmentation du fioul et l'augmentation des retraites, et surtout le plan Mélic pour limiter la flotte qui a obligé les marins en retraite de ne pas revendre leurs chevaux fiscaux, a fait que petit à petit les matelots et les patrons ne pouvaient plus exercer leur métier et en fait les réparations et les sorties de flotte ont fait que ça a petit à petit fait mourir le port. Je suis dans le car, je visite l'Octudie. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons de bonnes initiatives dans ce port. On a quelques initiatives dans ce port. D'une part, on a un armement qui s'appelle l'armement Pochic, qui a 4 ou 5 bateaux qui fonctionnent toujours. Et surtout, il y a des marins qui se sont mis plus ou moins en coopérative. Et avec l'aide de la municipalité, on est en train de redémarrer la pêche sur l'Octudie, puisque là, on en est au 5e bateau acheté en quelques années. Donc, c'est plein d'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme poisson ici? Il faut savoir que
on est en 2015, on a pêché 3726 tonnes de poissons. La plupart des poissons, ce sont de la lotte, enfin qu'on appelle ici la baudroie, de la cardine, qu'on appelle aussi la limande, de l'aigle fin, du merlu, et bien sûr toujours la fameuse langoustine. Alors maintenant, on n'a plus qu'une criée que le matin. Bon, on arrête là, arrêtez-vous là, c'est bien. On n'a plus qu'une seule criée le matin à 6 h, on n'a plus de criée le soir. Et vous voyez là à votre gauche, vous avez des halls à marée qui font 2600 mètres carrés, des gares d'expédition, et il y a 900 mètres de quai. Là maintenant, on va tourner à gauche et on va aller jusque, vous voyez au rond-point, vous rentrez vers le port dans le port. Alors, je vais vous envoyer des photos du port de pêche à l'époque des pommes de terre. Je vous fais passer là, vous allez de plus en plus, voilà. Et ici, on va se mettre là où est la voiture, là-bas, c'est possible? Départ des pommes de terre pour l'Angleterre. Ok. Est-ce que je passe derrière ou je passe? Voilà, si vous pouviez faire le tour et vous mettre à peu près là, ce serait super pour que je leur explique ce que j'ai expliqué. Vous me dites si vous savez pas. Alors là, je vais vous faire passer une photo qui va vous faire comprendre que effectivement, l'eau arrivait ici, au ras des maisons. Vous allez voir, je vais vous la faire passer. Et ici, alors là, nous sommes sur la cale. Hein. Nous sommes sur la cale. Et c'était un endroit où il y avait énormément d'hôtels, que je vais vous faire passer aussi. Il y avait des hôtels, il y avait une grande animation sur ce port dès le début du siècle. Et nous organisions à cette époque-là des régates. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est fin du 19e siècle que nous avions eu ces nombreux hôtels. Et donc, il y a des régates qui ont été organisées par Maurice de l'Aubrière et le comte de Coatlégon. Et en fait, les premières régates ont eu lieu en 1884. On s'inspirait du Yacht Club de France, mais il y avait un très bon esprit, il y avait des liens d'amitié et d'entraide. En 1927, on a organisé la première course croisière entre Bénodet, l'Île-Dieu et Bénodet. Et je vais vous raconter une petite anecdote rigolote. Figurez-vous qu'en 1906, il y a eu la Coupe de France remportée par les Allemands. Alors évidemment, ça n'avait pas du tout plu aux loctudistes et ils avaient décidé de créer un comité qui s'appelait le Comité breton de la Coupe de France. Et ils ont commencé à récolter des fonds et ils ont fait construire le premier voilier de course qui était un voilier de 16 mètres qui s'appelait Armen. Et ils ont engagé 7 marins bretons et c'est la première fois que l'on payait des marins, non pas pour faire la pêche, mais pour faire de la course. Et vous imaginez bien la fin de l'histoire, c'est que nous avons gagné au large de Kiel la Coupe de France sur la Baltique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Non, pour l'instant tout va bien. Ça va. Donc je vous laisse passer les photos et nous on va aller tout doucement vers la plage de Langoz. Voilà. Et là, en fait, à peu près, à partir de là, c'est le plan que vous aviez. D'accord. Juste à la fin, que je vais changer un peu de prochain. C'est texte. Ils sont nautiques, c'est ça. Hein. C'est du. Là, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Ça commence à chauffer. Là, on ne sait plus comment s'habiller. Là. Là, en ce moment, ouais, là, c'est assez dur. Ah oui, ouais. Si je pose ça là, ça vous dérange ou pas? C'est là, à cette heure-ci, ça passe à peu près bien, mais il y a des moments où c'est intenable.
Nous, on n'y passe plus en grand car, on va dire. Bah, il y a beaucoup de rétrécissement finalement. Oui, tout à fait. Ici, là, vous faites le tour du rond-point carré. C'est-à-dire que là, vous partez à droite et vous faites. Et je sais pas si le véhicule tourne. Ah, bah si c'est ça, on va prendre Directement là. Ah oui, c'est directement. Oui. Vous faites comme vous voulez. Le rond-point carré. Parce qu'en fait, Ouais, parce que là, c'est pas possible. C'est pas bien ça. Mais il peut pas faire autrement, il Non, passe pas. le rond-point carré, oui. C'est le rond-point carré. C'est spécial le rond-point carré. Hein. Ah oui, il est spécial le rond-point carré. Il n'y a pas beaucoup comme ça. Je pense que j'ai de personne. vous faites partie de la Je fais partie. Je suis bénévole pour le Fils du Tourisme. Ah oui, d'accord. Renouveau. C'est là qu'on nous voit, on s'en est Ah ouais. C'est là qu'on a vu avant de partir. Il travaille chez nous. Oui, voilà. Je pense que c'est lui qui a eu l'idée de ça. Ah oui, d'accord. Oui, complètement. C'est lui qui l'a soumis à la mairie et la mairie a dit bon. Je trouve que c'est une bonne idée parce que moi je le fais à vélo. Hein. Tous les mercredis, je le fais à vélo. D'accord. Mais à vélo, on fait un mercredi le sud, un mercredi le nord. On ne peut pas tout faire comme on fait là. Inversement, il y a des endroits où on ne peut pas aller avec le car dans les petites villages. Donc ça, on le fait à vélo. Moi, je me mets au bout de Oui, cette rue-là. très C'est bien. bon, hein. Parfait. Ah oui, c'est pas devant le centre. Je dis ça, c'est parce que je vois qu'il y a des personnes. Parce que là, il y avait la marche en fait. Ah d'accord, parce que là, nous, il met d'habitude, il se gare juste à l'entrée du centre de tir. D'accord. Là, en fait, mais peut-être que c'est gênant, je sais pas. Là, il fait là où il y a les vélos. D'accord. Oui, oui. C'est comme ça que je l'ai fait traverser là. Et quand on va là, regardez les créneaux. Ah oui, pour Bien. Je vous propose de descendre pour qu'on aille voir le point de vue. Il y a une fleur derrière qui sort de Sur le Dourdi, oui, je vais vous en parler, mais sur le renouveau, pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Ah oui. Parce que ça marche plus. Là, c'est fermé. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, les normes sont de plus en plus draconiennes et ça revient trop cher aux structures de mettre vraiment aux normes telles qu'on nous le demande maintenant. Et du coup, c'est la mort de beaucoup de petites structures. Hein. Oui, tout à fait. Combien de places Oh, il y avait pas mal, hein. Oui. Pas mal, puisque... Et puis, bon, ça marchait une grande partie de l'année, parce qu'il y avait les classes de mer qui venaient là. Et... Ah non, c'est vraiment dommage. pénible avec leurs normes. Ouais, c'est trop, quoi. C'est aussi un style de vacances qui correspond plus. Oh, détrompez-vous. Oh, détrompez-vous, parce que c'était plein, hein, les autres années. Il n'y avait pas de problème. Voilà. J'ai connu 6 années de suite. Ah oui? Ah oui, bah c'était bien. Enfin, moi, les gens autour de moi qui sont allés m'ont dit que c'était très bien. Tout le monde est là? Donc on va pouvoir traverser. Allez-y, traversez. Et je vais vous montrer tout de suite quelque chose sur le centre nautique. Allez-y. Oh bah c'est l'autre. Bah oui. Ici, vous avez la plage de l'Orose, qui était donc très très fréquentée au début du siècle, hein, puisque tous les hôtels où j'ai fait passer la photo, ils avaient ici des cabines de bain et c'était la plage préférée. Le problème, c'est qu'il y avait un gros problème de dunes
je vais vous faire passer la photo quand on va remonter, que la dune s'érodait. Et du coup, en 1935, on a construit la première digue de protection. Et ensuite, petit à petit, elle s'est améliorée. Et là, les travaux qui viennent d'être faits, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, en font quelque chose de vraiment plus... Alors ici, vous voyez, vous avez des zones balisées. En fait, vous avez ici les activités des baigneurs et les activités nautiques. Donc vous avez des bouées sphériques, vous avez des bandes littorales. Alors ce qu'il faut savoir, vous voyez, les petites bouées que vous voyez longs, c'est parce qu'en fait on peut se baigner vraiment tranquillement que sur les 300 mètres du littoral. Ensuite c'est réservé à la navigation. Et puis ici vous avez une entrée pour les bateaux. Alors ici vous avez le centre nautique de Loctudy qui est en association depuis 1937 et les locaux ont été construits en 1960 et ça a été repris par la municipalité en 1990. Alors ici on a des moniteurs fédéraux, on vous propose de faire du dériveur, de la planche, du catamaran. Et surtout, c'est très très connu parce que on organise des épreuves régionales, nationales et même internationales. Et là, du 16 au 23 juillet, on a eu les rencontres internationales d'optimisme. Et du coup, on avait des jeunes de tous les pays, même de Hong Kong et des États-Unis qui sont venus. On a accueilli plus de 2000 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce centre nautique, il y a 4000 personnes à l'année qui fréquentent 5000, c'est-à-dire qu'on est 4000 habitants, mais il y a 5000 personnes qui fréquentent le centre nautique à l'année. Voilà. Alors, je vous propose d'aller voir le point de vue qui se trouve ici. Et j'ai encore oublié de vous parler de la caméra. Vous voyez, il y a une caméra ici. Oui. On a la même sur le port de Plaisance. Et on en a une 3e sur le port de pêche. Et vous pouvez aller, en faisant webcam Loctudy, voir ce qui se passe à Loctudy quand vous n'y êtes pas. Voilà. On monte sur la plage, là. Non. Elle s'est mutée comme l'angouze. Hein. Ah oui, oui. Ah oui. Alors ce panneau, il fait partie d'une série de panneaux qui ont été concoctés par des étudiants en tourisme avec nous et qui, si vous voulez, si ça vous intéresse pour faire tout un petit parcours à pied, vous allez à l'office du tourisme, on vous donne un plan et vous avez tous ces panneaux qui vous guident un petit peu partout. Je vous ai amené jusqu'à celui-ci parce que ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne une idée de ce qu'on voit. Particulièrement aujourd'hui, on voit bien les glénans que vous voyez en face, les îles Glénans. Hein? Alors le fameux caractère, normalement, on le voit sur la droite, mais le problème, c'est qu'on le voit pas bien d'ici. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du rocher qui avait une forme longue et qui s'appelait caractère. Ah oui, oui. Bon, normalement, on devrait le voir, mais avec les arbres là, en ce moment, on ne le voit pas. Voilà. Et alors, vous voyez ce que vous voyez là-bas au fond, c'est la pointe de Begmeil et Concarneau tout à l'horizon. Et la grande plage que vous voyez, c'est la plage qui va de... Alors, vous avez une première plage qui va de l'île Tudy à Sainte-Marine. Ensuite, vous avez un petit creux, là, c'est Bénodet. Et plus loin, la grande plage que vous voyez là-bas, c'est la grande plage de Mousterlin. Alors maintenant, je vais vous parler de la pêche, parce que vous savez qu'ici, on peut pêcher comme on veut. Il n'y a pas de formalité administrative, contrairement à la pêche en rivière, ou quand on fait la pêche à la truite ou la pêche au saumon, on est obligé d'avoir un permis. Pour la pêche en mer, on a le droit de pêcher ce qu'on veut. Il y a 2 conditions, cependant. Vous devez faire des formalités si vous posez des filets, ou si vous mettez des casiers, et pour cela, il faut avoir un bateau. Et bien sûr, vous n'avez absolument pas le droit de vendre ce que vous avez pêché. Alors évidemment, pour aller à la pêche à pied, il y a quand même quelques petites normes de sécurité à respecter, hein. Notamment voir les heures des marées, parce que vous savez que la marée, ça remonte très très vite et que ça peut être très dangereux. Voir s'il n'y a pas de brume, éviter de partir seul. Et puis surtout se renseigner, parce qu'à certains moments, on a des problèmes... par exemple, en ce moment, on ne peut pas ramasser la palourde entre l'île Tudy et Loctudy parce qu'en ce moment, il y a une bactérie. Bon, après, ça revient, mais il y a des périodes où on ne peut pas ramasser. Il faut vraiment se renseigner. Alors là, on va faire un petit jeu. Si vous allez à la pêche, ici, évidemment, on peut pêcher de la crevette.
Mais alors sachez que la crevette, on ne peut pas la pêcher trop petite, sinon on a un PV. Alors pour éviter une amende, à votre avis, à combien de centimètres est-ce qu'on a le droit de ramasser la crevette? 7 cm. Oh non, elle serait énorme votre crevette. Ouais, 3, c'est 3. Après vous avez les étrilles. Les étrilles, vous savez, c'est ces petits crabes un peu méchants mais qui sont tellement bons à l'apéro. Alors vous voyez ces petits crabes là qu'on trouve comme ça sous les rochers très facilement. Alors à votre avis, quelle taille on a le droit? Ça dépend. Parce qu'on mesure. Ah oui, non, on mesure que le Pas le diamètre, mais enfin, on ne parle pas des pattes, vous voyez. Voilà. Et souvent, les gens qui savent pas, ils sont là, ils sont tout contents d'avoir leur crabe et ils oublient simplement de remettre le rocher. Et c'est très très important de le faire. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce coin-là. Maintenant, je vais vous montrer le phare que vous voyez là-bas au fond, qui s'appelle le phare de Langoz et qu'on appelle également le phare des goémoniers. Alors je vais vous raconter l'histoire des goémoniers dans le Cap, parce que là on va partir vers un autre endroit de l'Octudie, mais on est bien là, on aurait presque envie de rester au soleil là. Donc là je vais vous engager à remonter dans le Cap et puis Alors l'histoire du phare de Langoz, qui est le phare des goémoniers. En fait, vous savez, le goémon, ce sont les algues. On a 3 sortes de goémons. On a le goémon épave, le goémon de rive et le goémon de fond. Alors là, vous voyez, ce que l'on voit qui affleure sur les rochers, ce sont les goémons de rive. On les coupait pour faire du feu. Le goémon épave, c'est, vous savez, toutes les algues sans distinction qui se déposent sur la mer après des coups de vent. Alors les laminaires particulièrement sont très prisés et on appelle ça aussi d'une façon générale le varech. Et on a le goémon de fond que l'on ne voit pas d'ici et qui se trouve au-dessous de la basse mer. Alors en fait, depuis très 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 longtemps, on utilise le goémon pour faire de l'engrais. Encore maintenant d'ailleurs, et ça donne vraiment de très très bons résultats. Mais vers la fin du XVIIe siècle, on a également utilisé la cendre d'algues pour produire de la soude et du potasse. En 1811, il y a un monsieur qui s'appelle Courtois qui a découvert un corps nouveau qui est l'iode, et d'où on a tiré la célèbre teinture d'iode qui sera beaucoup utilisée pour désinfecter les plaies sur le front lors de la Première Guerre mondiale. Le brûlage du goémon avait commencé d'abord aux îles Glénan et ensuite il s'est étendu à toute la côte. Alors, on ramassait le goémon, je vous fais passer des photos. Hop. Voilà. On ramassait le goémon lors des tempêtes d'équinoxe et les premières récoltes, elles étaient réservées aux familles les plus pauvres pour payer les dettes de l'hiver. Toute la famille s'y mettait. Et c'était une récolte qui était extrêmement difficile. Il y a un vieux monsieur qui me disait que c'était vraiment un métier de bagnard. En fait, ils avaient des crocs à 3 dents, avec des manches qui faisaient 1,50 m à 4 m de long. Et ils marchaient dans l'eau, et puis lorsqu'ils avaient tiré un petit peu d'algues, ils vrillaient, et ils tiraient, et le manche leur abîmait énormément l'épaule. Ensuite, ils transportaient cela avec des charrettes à chevaux, mais bien souvent avec des brancards très lourds, des espèces de civières, et c'était un métier très très difficile. Très difficile aussi parce qu'une fois qu'ils avaient ramassé le goémon, il fallait le sécher. Et de ce fait, il l'étalait, il retournait, et pour éviter que la pluie fasse évaporer la teneur en iode, le soir il faisait des meules qu'il couvrait avec des vieilles voiles de bateau. Il devait le faire sécher plusieurs jours, et ensuite il passait au brûlage. Et là, je vous fais passer des photos. En fait, il fabriquait des fours qui faisaient 6 à 8 mètres de long, sur 60-70 et 50 mètres de haut, qui étaient dallés de pierres jointes à la glaise. Ce four était vraiment un bien de famille.
Et c'est là que le phare intervient, parce qu'il était interdit de faire du brûlage la nuit. On se doute bien pourquoi, c'est que s'il y avait eu des feux sur tout le long du littoral, les bateaux ne se seraient pas retrouvés. Ensuite, il fallait malaxer les cendres, et il fallait faire très attention, parce qu'il ne fallait pas que, en refroidissant, la soude ne soit pas assez vite refroidie, auquel cas elle était cassante, ou alors, si on le faisait trop, et ben en fait, elle avait moins de teneur en iode. Le lendemain, il fallait défaire ces petits pains de soude et les porter à l'usine. Et c'est là que se passaient des tas de problèmes, parce qu'en fait, les gens étaient payés non seulement au poids, mais à la teneur en iode. Alors, ils n'avaient aucun moyen de vérification et ils se faisaient beaucoup avoir. Alors, l'activité goémanière, elle a duré 175 ans, de 1780 à 1950. Elle continue ici dans le Léon, puisque maintenant, les algues entrent beaucoup dans les cosmétiques. Alors il paraît que je vous ai dit que les fours à goémon faisaient 50 mètres de haut, je vous rassure c'est 50 cm. Ah bah oui. Oui, j'ai entendu 50 cm. Ouais. Si, j'avais bien entendu 50 cm. Il y en a qui ont rien entendu. Alors effectivement, on ne peut pas s'arrêter sur toutes les plages parce qu'on a un temps donné. Et en ce moment, on longe différentes plages. Il y a 7 plages principales à Loctudie. La plage de Kervilzik que nous venons de passer. Et là, nous allons arriver à la plage du Hézert et la plage de Lodenec que vous allez voir sur votre gauche. Et la particularité des plages de Loctudie, c'est qu'elles sont très familiales. D'abord, elles sont idéales pour les familles pour 2 raisons. D'abord, c'est du sable fin, qui est très agréable. Et ensuite, vous allez voir principalement sur la plage de Lodenec que ce sont des plages qui sont bien protégées par des rochers de... Alors sur cette plage que vous allez voir sur votre gauche, la plage de Lodenec, il y a tous les jeudis matins à 11h des cours de stretching gratuits. Il est inutile de s'inscrire, vous y venez et vous y participez et ça a un grand succès. Donc voilà la plage de Lodenec à 11h. À 11h, ouais. Alors voilà la plage de Lodenec et à partir du muret ici, le reste de la plage, c'est la plage du Hézert. Là, nous ne pourrons pas l'emprunter parce que nous sommes avec le car, mais ici vous avez la corniche de Pénador qui vous mène à la porte ouverte qui est une petite chapelle de toute beauté. Et là vous allez à droite et dans lequel vous pouvez entrer librement puisque cette chapelle a été faite suite à un vœu d'une femme qui s'appelle Suzanne Masson et qui a adopté énormément d'enfants et qui est l'initiatrice des villages d'enfants, c'est-à-dire des villages où les orphelins peuvent rester en fratrie. Et un jour elle a eu un accident de bus à Paris. Et elle a dit, si je m'en remets, je construirai une chapelle sur mes terrains à Loctudie, et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a de très très beaux vitraux. L'Arvor, c'est une commune, c'est un endroit qui a été rajouté à Loctudie donc en 1791 et l'Arvor au départ s'appelait Saint-Quido.
Et l'Arvor, en fait, ça veut dire Arvor, ça veut dire le bourg. Ouais. Ouais. Non, la mer, c'est mort. Mort à Moët. Vor, c'est là, ça veut dire le bourg. Oh là là, c'est extrêmement compliqué. Hein. Ouais. Non, mais là je l'ai. Non, mais là, je l'ai lu dans un livre très, tout à fait digne de culture. Ouais. Alors en 1940, on avait eu l'échouage d'une baleine sur la plage du Pôle-Huenne. Et c'était une baleine qui était grosse comme un sous-marin. Elle faisait 23 mètres 40 et elle faisait 100 tonnes. Et elle criait car elle était blessée parce qu'il y a une balle qui avait abîmé sa queue. Évidemment, elle est morte et après, il y avait un gros problème, c'était pour la transporter. Donc, ils ont décidé de la dépecer sur place. Et comme ça a mis très longtemps, ils ont mis 10 jours pour la dépecer. Elle sentait très mauvais et il paraît que les dépeceurs, c'était en 1940. Et en fait, vous en avez entendu parler alors? Ah, vous alliez la voir? Ah ouais, carrément. Ah, c'est chouette. Et en fait, il paraît que les dépeceurs, ils travaillaient au cognac tellement c'était intenable. Alors en fait, le groupe Se Piquet de Quimper a racheté pour fondre la graisse, mais on n'a pas jamais trop su si c'était pour ces boîtes de légumes ou si c'était pour des cosmétiques. On ne peut peut-être pas le savoir. Je pense que c'est pas possible. Non, c'était pas là. C'est fini. Donc ici, nous sommes dans les quartiers de l'Arvor et l'Arvor a une particularité, c'est que pendant très longtemps, vous avez vu, c'est quand même assez loin du bourg de Loctudy. Les routes étaient très mauvaises et de l'autre côté, du côté de l'Esconil, il n'y avait pas de pont pour aller de Loctudy à l'Esconil et de ce fait, c'était vraiment très isolé de tout. Alors c'est vrai qu'ici il y a tellement de petits endroits où aller sur les petites plages que... Alors vous entendez beaucoup parler de porces. Les porces, ce ne sont pas des ports, ce sont des petites anses où il y a en fait de quoi mettre quelques bateaux. C'est pas évident de... Il a un grand plafond à l'arrière, je ne sais pas trop si ça peut passer ou pas. Est-ce que ça vous aiderait si j'ai ça? Tu peux rentrer dans leur qui, Ça passe. Voilà, il faudra mieux pas pour lui. Hein. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. On y va. 5 kilos, c'est pas Saint-Jacques. Il n'y a pas de souci à l'arrière. Hein. D'accord. Il y a de la marge. Bon. Ah bon? Alors là, vous posez une colle, ça va pas chaud là? C'est toujours bon? Oui. D'accord. Je suis désolée, comme je parlais, j'ai pas vu. Oui, non, mais c'est pas grave. Ouais, bah oui, c'est sûr, elles tous ressemblent ici. Hein. Bah, je pense que là, vous allez pouvoir prendre à travers des écoliers à gauche, comme ça, voilà. Nous descendrons. Magnifique. Le poste à signaux, tout ça. Oui, non, là, on n'essaierait même pas. Même avec le petit car, hein, on l'a pas fait. On a campé un peu dans tous les coins de Loctudy. Ah, c'est bien. Et là, vous continuez à venir. Il y a 25 ans maintenant, on a fini par acheter. Bah oui, on a eu le temps de s'apercevoir que Loctudy nous plaisait. Bah voilà, oui, je vois. Depuis 64. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, donc vous connaissez bien maintenant. La maison où on est, les vieux Loctudistes la connaissent, c'était la maison du tailleur. Ah oui. Il y avait un tailleur à Loctudy. C'était la maison du tailleur. Les vieux Loctudistes la connaissent comme la maison du tailleur. Ah, c'est bien. C'est l'atelier d'un tailleur et puis il y avait un magasin de déplacement. Bon, on va attendre que tout le monde soit là, c'est bon?
J'ai cru qu'il parlait avec quelqu'un, je me suis dit, des mecs. Non. On cherchait des morceaux de verre avec papy et grand-mère quand on sait qu'on allait se promener. Oh non, on doit... C'est plein de petits... C'est plus pour la pêche à Ah oui. Alors ici, il faut savoir que tout le long de la côte, il y avait des ormes. Et donc au départ, les gens de l'Arvor étaient surtout des bûcherons parce qu'ils ont commencé par enlever tous les arbres qui étaient le long des côtes. Oui. Ensuite, ils sont donc devenus paysans et ils avaient chacun ce qu'on appelle des liors. C'était des petits jardins potagers. Et donc ils cultivaient, il y avait énormément d'arbres fruitiers à cette époque-là. Et puis la terre était très fertile parce que d'abord elle est sablonneuse et qu'ensuite ils mettaient du goémon pour l'enrichir. Attendez, on va vous laisser passer parce qu'on prend toute la place. Excusez-nous. Voilà. Ensuite, on a tout arraché pour faire les fameuses patates du porc. Et d'après les gens du coin, ils ont dit qu'ils avaient quand même gardé la culture des carottes, des oignons et des poireaux 2 fois par an. Ensuite, de mars à juillet, ils devenaient goémoniers. Et en plus, il y avait des petites embarcations, non seulement pour aller pêcher les algues, mais aussi pour pêcher la crevette. Et la nuit, ils mettaient des casiers pour les crustacés. Bonjour. Voilà, on arrive quand même à vous laisser une toute petite place. Alors la première cale que vous voyez ici, au départ, elle était toute petite. Elle a été construite avant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle faisait que 50 mètres de long pour les caseilleurs. Mais aujourd'hui, elle fait 200 mètres. Alors, derrière moi, ici, vous avez des bâtiments. C'était des viviers. C'était les viviers de l'Octudie. Alors, on ramenait les crustacés des glénans. Et on pompait l'eau de mer pour alimenter les bassins. Et ça a fonctionné jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000, il y avait des camions et ça fonctionnait bien. Et là, ça a fermé. On avait également ici à l'Arvor des constructions navales qui s'appelaient les constructions Cariou depuis 1920. Et au départ, ils faisaient une petite plaque par semaine. Vous savez, c'est les barques un peu comme ça. Et puis ensuite, en 1947, il a fait un 9 mètres qui s'appelait le Perle des îles. Et ensuite, il a fait pas mal de chalutiers de 7 à 9 mètres et même de 12 à 15 mètres. C'était devenu un constructeur très très en vogue. Il a également construit beaucoup de bateaux pour l'école des Glénans, puisqu'au Glénan, il y a des écoles de voile. Il y a aussi une île qui fait de la plongée sous-marine. Et il a construit le bateau de course de 12 mètres qui s'appelle l'Iroise. Bonjour. Et ensuite, bon, il a pris le virage des coques plastiques quand même, plutôt que l'acier. Mais en 87, il a pris sa retraite. Il avait construit 453 bateaux. Voilà. Alors maintenant, ici, c'est plus une pêche de loisirs et de plaisance. Ce qu'il faut ajouter ici, c'est que tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer sur le port, il y avait une vedette un peu orange et bleue qui s'appelle le Margodic, qui est la SNSM, hein, c'est la société de sauvetage en mer. Le Margodic, c'est aussi le nom d'un rocher, ça veut dire une petite poupée. Voilà. Et la SNSM, en fait, elle est née à l'Arvor, tristement d'ailleurs, parce qu'en fait, en 58, il y a l'étoile du pôle qui s'est échouée sur, vous voyez la petite balise que vous voyez en face, c'est sur ce rocher qui s'appelle le Mendu. Voilà. La pierre noire. Voilà. Et il y a 6 marins qui ont péri. Alors c'est à partir de là qu'on a décidé aussi de baliser tout ce coin-là, donc avec la balise que vous voyez là, puis avec des bouées vertes et rouges, et surtout qu'on a décidé de doter l'Octudie d'un bateau de sauvetage. Et donc ça date de cette époque-là que le bateau de sauvetage, maintenant on en a un plus neuf. Oui. C'est pas mal alors. C'est également d'ici que venaient les fameux marins de l'Arvor que l'on a payés pour gagner la Coupe de France de voile. On disait que les gars de l'Arvor étaient de très très bons marins. Voilà. Bien, bah maintenant... J'ai vers la dune pour voir Sterkerdour. Et donc là, il y a un petit moment en quart où je vais vous laisser tranquille pour profiter du paysage. En venant. Et il y a bien de qui est tombé.
certains tableaux de l'Octudie qui sont aux Beaux-Arts de Paris. Voilà, vous l'avez à votre gauche là. C'est la maison d'Aucher, ce qu'on appelle. Alors il faut savoir que tout ce que je vous raconte, évidemment je l'ai lu, j'ai été sur internet, mais si vous avez envie d'en savoir davantage, vous pouvez acheter le petit livre qui s'appelle Si l'Octudie m'était compté, qui est de M. Balanet, qui vous explique un petit peu plus en détail ce que moi je vous dis de façon plus édulcorée. Là, si vous voulez, on est ici, là. Hein. Et on va monter sur cette dune ici. Ah d'accord, oui. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est pas une fontaine? Je vais vous raconter. C'est la question que je me posais. Elle guérit des choses super. C'est vrai? C'est bien. Bon, elle avait été construite au XIVe siècle, puis elle a été démolie et reconstruite au XVIIe. Alors elle porte plusieurs noms. C'est Saint-Guido, c'est Tréguido, Tréguido EAU, Tréguido avec un O. En fait, on dit ici que c'est un site remarquable parce qu'en fait, il possède les 3 volets qu'on peut trouver sur un site sacré, c'est-à-dire la chapelle, le calvaire et la fontaine. Je voudrais que vous regardiez le clocher qui est particulièrement original. Il a 4 colonnes autour de la cloche, plus au-dessus le dôme en demi-sphère surmonté d'un plus petit qui porte la croix. Si vous regardez bien dans le coin, on en a très peu des comme ça. Il y a également une particularité ici, c'est le soubassement à 4 étages. Le soubassement du calvaire, il est à 4 étages et à l'issue des messes, le prêtre montait en haut montait, en haut c'est un pléonasme, montait pour bénir la foule et pour les faire chanter. Alors la fameuse fontaine, vous savez que les fontaines, elles ont toutes des vertus. Alors à la chapelle Saint-Oile, c'était pour la coqueluche, on trempait les bébés dedans, on ne sait pas s'ils étaient plus malades ou moins, mais bon, peut-être plus malades parce qu'ils avaient attrapé froid. Celle-ci, alors il paraît qu'elle est fantastique parce que si vous avez des rhumatismes, vous trempez votre chemise dedans, la chemise doit ressortir un peu sale de nos jours, mais il paraît que c'est miraculeux, après vous n'avez plus de rhumatisme. Et il y a une autre particularité ici, c'est que vous voyez le bénitier sur pied que vous voyez là. Alors si certains d'entre vous ont des problèmes de circulation, il faut aller frotter sa jambe sur le pilier, il paraît que ça donne des résultats fabuleux. J'y vais tout de suite. Est-ce qu'on peut l'emmener? Alors, par rapport à cette eau, on raconte plusieurs histoires. On dit que Saint-Guido, qui venait sans doute lui aussi d'Irlande, avec 3 poissons. Vous avez les statues donc à la crosse, ces 2 statues, avec une qui s'appelle Saint-Guido-Gras et l'autre qui s'appelle Saint-Guido-Bian, donc ça veut dire le grand et le petit. Vous voyez là au fond un Christ en croix. Alors la Vierge que vous voyez à côté du Christ en croix, elle date du XVIe siècle. Elle a un globe représentant le monde et un petit oiseau. Et là, ici, un petit peu plus sur votre gauche, vous avez une Vierge un petit peu plus récente. Alors, ce qui est intéressant, retournez-vous, vous allez voir un ex-voto. Vous savez, les ex-voto, ce sont des cadeaux que l'on fait pour protéger les marins en mer, ou pour remercier de les avoir sauvés, ou pour en leur mémoire. Donc, vous voyez le bateau, là, c'est un ex-voto qui a été offert. Et c'est un ex-voto bateau de pêche de Saint-Jacques. Donc la personne qui m'a dit tout à l'heure si Saint-Guido, ça ne voulait pas dire Saint-Jacques, je pense que oui. Alors la bannière que vous voyez à votre droite, normalement il y en a 2, en ce moment il y en a une qui est absente, je pense que c'est parce qu'elle doit être en réflexion. Sur la bannière c'est écrit Mon Dieu, où nous allons nous perdre, sauve-nous, et une autre Saint-Guido, priez pour nous. Elles sont portées en procession lors du pardon, qui a lieu le 3e dimanche de septembre. Alors dans ces cas-là, ils font une procession jusqu'à la cale du port de l'Arvor où nous sommes allés tout à l'heure, pour bénir la mer.
en mémoire des marins disparus. Alors effectivement, bon, comme toutes ces chapelles au moment de la Révolution et de la Commune, elles ont été complètement incendiées et donc elles ont été refaites et vous voyez, ça a été refait, regardez la charpente, elle est vraiment aussi, elle aussi en coque de bateau, c'est magnifique. Alors bon, ça a été, maintenant ça appartient à la mairie, mais ce sont les gens du quartier qui s'occupent de la chapelle, notamment une dame qui habite en face, qui l'a fleurie. Alors il y a une excellente acoustique dans cette chapelle, et hier soir il y avait un concert de harpe de toute beauté. Voilà. C'est ça, ça bouge un peu, mais c'est complètement en rapport avec Et alors, vous savez que souvent, vous voyez, on en trouve aussi dans la chapelle Sainte-Oile. Et alors, à la porte ouverte, si vous voulez y aller, c'est un vitrail qui est énorme, qui fait pratiquement tout le mur. C'est vraiment spectaculaire. Mais je ne peux pas vous dire. C'était une école de filles, et si je vous disais que cette école a été l'obstacle à la venue du train à Loctudy. En effet, en 1910, il y a plusieurs lignes ferroviaires qui se sont construites au départ de Pont-l'Abbé pour aller vers Saint-Guénolé, Pamar, etc. Et Loctudy devait s'inscrire dans ce maillage de lignes. Mais il y a eu un désaccord avec le Conseil général du Finistère, parce que le Conseil général voulait une école publique de filles au bourg, et il n'y avait qu'une seule école privée au bourg. Et comme la municipalité ne voulait pas céder, ils ont mis le dossier du train en attente, et ensuite il y a eu la guerre de 14, et après la guerre, et ben, du coup, voilà, on n'a pas eu le train. Après, il y a eu la deuxième école. Alors voilà, l'école des filles est à gauche. Et vous allez regarder les bâtiments blancs à droite parce que je vais vous en parler dans quelques minutes. Je finis juste sur l'école pour vous dire qu'une deuxième école a été construite. Et c'est celle qu'on appelle l'école des Tartares. Alors, regardez bien ce bâtiment blanc parce qu'il est très célèbre. Je vais vous expliquer après pourquoi. L'école des Tartares, en fait, c'est l'histoire d'un jeune instituteur qui est venu pour un premier poste au début du siècle à l'école et qui pensait que les enfants c'était très facile, et quand il est arrivé à l'école, il a changé un peu d'avis parce qu'il avait des enfants extrêmement difficiles. Et un jour, il était très en colère après eux, il leur a dit que c'était une bande de Tartares. Alors évidemment, les enfants sont rentrés à la maison, ils ont dit à leurs parents qu'ils avaient été traités de Tartares. Et comme les gens de l'Arvor sont des gens qui ont un caractère bien trempé, au lieu de s'en offusquer, ils ont trouvé ça très bien. Ils ont dit, on va revendiquer cet état de Tartare. Et du coup, les gens de l'Arvor s'appellent les Tartares. Et le plus célèbre des Tartares est un navigateur qui s'appelle Vincent Rioux. Vous avez dû en entendre parler. Voilà. Alors maintenant, le grand bâtiment blanc que vous venez de voir. Figurez-vous qu'en octobre 54, il a fait la une des journaux régionaux, nationaux et même internationaux, puisqu'il a fait la une du Time. Pourquoi? Parce que c'était une boulangerie, et le jeune boulanger de 20 ans allait chercher l'eau à la pompe située à 50 mètres de cette bâtisse, quand tout à coup il a vu un disque lumineux de 3 mètres de diamètre dans le ciel, et vous avez dû en entendre parler aussi de ça. Et du coup, il les a vus arriver, atterrir sur 3 pieds. Il a eu très peur, il a lâché son seau, il a couru jusqu'au fournil, et d'un seul coup il a senti une main sur son épaule. Et il a vu un être un peu bizarre qui avait une tête de gorille avec un seul œil sur le front. Il mesurait 1m35 et il avait un casque avec des antennes. Alors sachez que le célèbre journaliste Jean-Claude Bourret, j'ai dit Bourret, pas Bourret, a écrit dans son ouvrage consacré aux ovnis tout un paragraphe sur le martien de l'Arvor. On m'a dit hier, lorsque j'ai fait ma balade en vélo, un monsieur m'a dit que le pauvre boulanger a eu bien des ennuis après parce qu'on lui a dit que son apprenti était pas très clair et du coup les gens ne voulaient plus venir acheter le pain ici.
c'est la deuxième école des garçons qui a été faite à l'école de l'ancien temps, c'était la première, et celle sur le Quai Prince à gauche, c'était l'école des garçons. Bon, là, je vais vous laisser un peu tranquille et arrêter de vous parler pour que vous vous reposiez un peu les oreilles. Et nous allons aller jusqu'à la place du Dourdi, où là, je vais vous faire un tout petit peu de marche, mais dans un chemin qui est tout à fait praticable pour qu'on aille jusqu'à Penarfeur. Vous connaissez. N'hésitez pas à ajouter des choses. Et en fait, sa femme, sans doute, pourra racheter le Et vous voyez, autour de la porte, vous avez une frise avec des chardons, vous voyez? Et en fait, il y a un des ouvriers qui avait commencé cette frise qui a dit « je la finirai en revenant de guerre ». Évidemment, il n'est pas revenu. Et en respect pour cet homme-là, on a décidé de ne jamais terminer la frise. Voilà. Que vous voyez là. Et un moulin à marée qui se trouve au bord de l'eau, on aperçoit, vous voyez, avec les volets bleus là, là sous l'arbre, qui est en fait un moulin à marée qui a permis de produire l'électricité de ce bâtiment. Donc tout était prêt pour l'ouverture de l'orphelinat et Madame Mousson décède. Donc Monsieur Mousson, il n'a pas du tout envie de faire un orphelinat en fait. Et donc il abandonne le projet et il laisse en état. En 1939, on a fait l'accueil des réfugiés espagnols ici. Et puis, la Marine nationale l'a réquisitionné pour transformer en hôpital militaire. Et ensuite, les Allemands l'ont récupéré pour faire une maison de repos pour les soldats. Et très vite, en 1945, c'est la Marine nationale qui est venue s'installer là pour faire une école pour les mousses. Et je vais vous montrer les photos de cette époque-là, que je vous fais passer. Alors de 1945 à 1960, ça devient l'école des mousses, des mestranciers et des pupilles. Alors ça a fait un apport économique, festif et matrimonial à la ville de Loctudy. D'une part parce qu'ils faisaient les grandes fêtes, il y a un théâtre, il y avait un cinéma, il y avait les grandes fêtes ici. Mais en plus, ça avait fait ouvrir plein de bars dans le coin. Et il y avait des bals et les jeunes filles venaient. Et donc, il y a énormément de Loctudistes qui se sont mariés avec des marins de la Marine nationale. Hein, c'est bien ça. Ensuite, la Marine nationale est partie et du coup ça a été en léthargie pendant 6 ans. Et en 1966, la Fédération bretonne des caisses d'allocation familiale a acheté le domaine. Et au départ, ça a été un camping. Donc c'était un camping. Et ensuite, ils ont commencé à fabriquer les petits bungalows que vous voyez ici, qui a été les premières tranches. Et ensuite, ceux-ci qui sont un petit peu plus récents. Ils ont construit une piscine qui est chauffée ici et qui est à côté d'une piscine qui a été la première piscine en Europe, qui a été la première piscine en eau de mer. C'est-à-dire que le moulin a provoqué une retenue d'eau et ça faisait une piscine d'eau de mer et les gens de Loctudy venaient se baigner dans cette piscine naturelle. Et malheureusement, à un moment donné, il y a eu des fissures et du coup, il y a de l'eau croupie qui est entrée et on ne pouvait plus se baigner là. Vous avez dû vous baigner, vous, là? Non, je ne me suis jamais baignée. Oui, vous êtes baignée? Non, mais on est venu avec des petits-enfants. Ah ouais? Ouais, il y avait une plage aussi. Voilà. Oui, oui. Alors en 1973, ça a été inauguré comme maison familiale, hébergement et restauration. Et en 2004, il y a Cap Bredanne Escabia qui en a pris la gestion et ça marchait très très bien. Ils organisaient des stages, ils organisaient des conférences, ils organisaient tout un tas de choses dans le château et ils louaient tous les petits bungalows aux familles. Et il y avait vraiment une vraie activité. Et malheureusement, vous savez, toujours le problème des nouvelles normes. Les cuisines n'étaient pas vraiment aux normes, on leur a demandé de faire énormément de travaux, ils ne pouvaient absolument pas faire face. Et en 2015, le château a été fermé. Il a été racheté très récemment par un consortium israélien qui a fait beaucoup d'argent. Là, en ce moment, ils sont en train de refaire tous les petits pavillons qui sont là pour les vendre. Alors moi, j'ai entendu pour les vendre. Il y a l'école Klaxon Rouge. Alors l'école Klaxon Rouge, c'est une école d'animation
qui forme des jeunes pour les villages vacances, aussi bien au niveau du son, de la lumière que de l'animation des troupes. Et c'est une école qui est très très réputée en France et les jeunes qui sortent de là sont sûrs d'avoir du travail. Et leur école est donc située derrière le bâtiment ici. Et initialement, les jeunes étaient logés dans les petits châteaux, dans les petits bungalows l'hiver. Quand ça a été fermé, l'école est restée et les jeunes étaient logés au Renouveau, qui est aussi un autre village vacances, un autre centre de vacances qui malheureusement est fermé pour les mêmes raisons. Et donc Klaxon Rouge, lui, est resté. Et c'est maintenant Klaxon Rouge qui gère plus ou moins l'entrée et la sortie. C'est à eux, par exemple, que j'ai demandé l'autorisation de venir aujourd'hui. Alors, d'après le directeur de Klaxon Rouge, ils ont un super projet pour ici, mais on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Mais je pense que ce sera toujours lié au tourisme. Parce que c'est quand même un très très bel endroit. Ouais. Alors, pour finir, juste 2-3 petites choses. Par rapport à l'île Garot, il y a eu plein de choses qui se sont passées à l'île Garot. Et parce qu'au départ, l'île Garot appartenait au manoir de Kérazan et au fameux Édouard le Normand de Varannes qui a fait la pomme de terre. Et puis, lorsqu'il est décédé, sa femme a vendu l'île Garot. Et alors, le premier à avoir pris l'île Garot, c'était un négociant armateur de Pont-l'Abbé qui s'appelait Charles Le Bihan du Rubin. Et figurez-vous qu'il avait acheté ça. Il avait acheté le manoir de Kérénès qui est à côté. Il avait acheté l'île Garot parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pont. Qu'il avait un fils extrêmement difficile et qui s'était dit, en le mettant à l'île Garot, je vais être tranquille. Il gardera les lapins. Il avait juste une nourrice avec lui. Il était enfermé dans l'île. Sauf quand il faisait vraiment des grandes marées basses, là, il pouvait s'échapper. Alors ensuite, le manoir de Kérénès, il a été vendu à Eugène Brunet, qui était un célèbre sculpteur parisien, qui a fait des grandes fêtes, etc. Et à qui il est arrivé quelque chose d'épouvantable, c'est que sa petite fille a été foudroyée. Et donc tout à l'heure, quand on va finir la visite, on ira au cimetière de Loctudie, et on verra 2 tombes particulières. C'est la tombe de Lucion, le fameux gars qui a fait tout ça. Bon, alors après, ça a été vendu à un homme qui était un peu bizarre, il paraît. On se demande s'il n'allait pas pointer à la gendarmerie, s'il n'était pas un peu violent, enfin c'était assez particulier. Il y a eu aussi un homme qui avait des viviers au Glénan et qui voulait faire des viviers ici, mais il n'a jamais réussi à avoir les autorisations pour faire le pont. Et en fait le pont, il a été construit grâce à Gaston Mock, qui était le fils de Jules Mock, qui était un ministre de Charles de Gaulle. Ça doit aider pour avoir les autorisations pour faire le pont. Voilà. Et ensuite, donc, la fameuse histoire de Moussa. Voilà, je vous propose de retrouver dans le cap. Alors, on va descendre dans la forêt. Ici, c'est bien, Je m'arrête ici pour vous dire que si vous avez l'occasion de venir ici, vous pouvez garer votre voiture un tout petit peu plus loin à gauche et vous partez là comme ça. Et tout au fond, on aperçoit du Tibi quand on avance. Et après, on fait le tour et c'est vraiment magnifique. Il y a un petit chemin qui fait le tour et vous revenez ici. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, là, nous, on n'a pas le temps, mais c'est vraiment une belle balade à faire. Et Bernard. Non, mais là, je parle sur ces ruines-là, vous aviez un moulin à marée. En fait, il y a eu 6 meuniers qui ont travaillé là, dont une meunière qui a travaillé ici pendant 11 ans. Parce que effectivement, comme au départ c'était des agriculteurs, on devait broyer le blé, le seigle, l'orge et l'autre avoine. Et en fait, les moulins avant n'étaient pas suffisants, donc on a décidé de faire ce moulin avant. Il a été en activité jusqu'à 1920. Et depuis, il y a eu plusieurs projets de restauration. Il y a des associations qui se sont créées pour le remettre en forme. Et puis ça, mais je suis vous. Manoir de Kérazan, puisqu'on n'a pas le droit d'y entrer sans payer.
Mais je voudrais vous en dire 2-3 petits mots si vous avez l'occasion d'aller le visiter. C'est un manoir qui a d'abord été construit au XVIe siècle et ensuite au XVIIIe on a ajouté l'étage et c'est un manoir que je vous conseille de visiter parce que c'est très très intéressant. En fait c'est dans ce manoir qu'en 1813 Édouard le Normand de Varane ayant épousé la fille de Louis Dérien qui était le propriétaire avait donc lancé cette idée de la pomme de terre. Ensuite, en 1847, c'est René Arnoux, notaire de Pont-l'Abbé, et il en a fait une résidence somptueuse. Et lorsque l'on visite, tout est en l'état. On voit la table mise, on voit le coin des femmes, le coin des hommes, le billard, le fumoir. Et c'est vraiment un témoignage de la vie de l'époque. C'est sa fille qui a épousé Joseph Astor, qui était militaire et à qui elle a demandé de démissionner, et donc qui est devenue maire de Quimper et conseiller général. Et c'est son fils, Joseph Astor, qui n'ayant pas d'héritier et qui est mort en 1929, en a fait don à l'Institut de France. Alors son vœu, c'était que ça devienne un musée et un enseignement d'art appliqué. Alors il y a eu un atelier de tapis au Point Nouré, il y a eu une école de broderie, il y a eu un enseignement de coupe et de couture, mais faute de participants, tout s'est arrêté. Vous pouvez visiter le musée, il y a une expo temporaire aussi cette année, c'est à table des stars aux ors de la République. Et en fait, on y voit de la très belle vaisselle et on voit surtout des menus qui sont, oui, et qui sont des menus, je viens d'en parler, vous m'avez pas écouté. Mais moi j'ai appris mon métier. Ah, bah alors ça m'intéresse. 3 ans pour ça. Oh non. Donc, la dame nous dit qu'elle a fait partie des personnes qui sont venues apprendre la broderie pendant 3 ans dans cette école. Voilà. Puisque c'était le vœu de Joseph Astor. 3 ans, c'était l'équivalence d'un siècle. Ah oui, très bien. Donc vous avez permis de réaliser le vœu de Joseph Astor. Donc je disais, la visite à table des tsars aux ors de la République, je vous la conseille. On voit des menus, des vieux menus, on se demande comment ils faisaient pour manger tout ça. Alors normalement on se garde, il y a les voitures, donc là je ne sais pas trop comment ils fait. Donc nous allons aller visiter la chapelle des Croix, qui est aussi la chapelle Croisiou. Ça veut dire les croix en breton. Croisiou. Oui, mais c'est parce que j'ose pas le dire comme je crois. Croisiou, oui. Elle vient de me donner une information qui est vraiment intéressante. Je viens de vous parler du manoir de Kérazan. Et elle nous dit qu'est-ce qui s'est passé dans la cuisine de Kérazan. Ils ont tourné la pub de Tipiak. Vous savez, les bigoudins, Tipiak, Pirate. Et bien tu vois, je ne le savais pas, donc tu viens de m'apprendre quelque chose. C'est super. Ah oui, c'est vrai qu'ici on a quand même des bigoudins. Ouais. Donc ici c'est la chapelle, moi je dis la chapelle des Croix parce que n'étant pas bretonnante, j'ai beaucoup de mal à dire Croisiou, ça dépend comment on le dit. Alors cette chapelle, en fait, elle date de la fin 13e, début 14e. Et c'était la nef du château. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on passait dans le plus vieux manoir des Goudins, qui est le manoir de Pierre Véréguin. Et c'était en fait un lieu privé pour la prière familiale. Et ça a été livré au culte public qu'en 1302. En 1649, Marie de Méabé, qui était la châtelaine du manoir, elle avait fait un vœu, mais alors il est top secret, on n'arrive pas à savoir quel était ce vœu, mais il a été réalisé et de ce fait, elle a agrandi la chapelle. Alors, voyez le clocher là. En 1683, il s'est effondré et il a été reconstruit. Mais en 1789, comme beaucoup de chapelles, tout a été pillé, les vitraux ont été détruits et la fameuse cloche est partie à l'arsenal de Brest où elle devait être fondue pour en faire un canon. Et elle a été récupérée de justesse et elle a été remise en place après la Révolution et c'est devenu un bien d'État. En 1794, elle a été vendue à un charpentier qui s'appelait François Marzin et qui a récupéré toutes les boiseries et qui a démonté toute la charpente. Et puis en 1805, ça a été revendu à la famille de Penfentenio, qui est donc les gens qui ont le manoir.
Et ils ont eu une très bonne idée. D'abord, ils ont mis hors d'eau avec l'aide des habitants, mais en 1986, ils l'ont vendu à la mairie. Et en 87, il y a eu la tempête énorme que vous connaissez, et l'ouragan Force 12, et tout a été à nouveau détruit. Alors, on va aller voir le calvaire parce qu'il est particulier. L'ouragan a détruit des gens de bon vouloir. 1988, ordre international des anisetiers. Anisetiers, je ne sais pas ce que c'est. Alors je disais, la croix que vous voyez là, elle date du XIIIe siècle. Le fût, il avait été cassé, il a été remplacé, et si vous regardez bien, il s'est patiné avec le temps, on ne voit même pas qu'il a été rajouté. Ça c'est formidable. Il avait été cassé en 1987. Ah oui. Et donc c'est l'ordre des anisetiers, et c'est pour ça qu'il y a une plaque sur les anisetiers. C'est quoi ça? Alors l'ordre des anisetiers, alors j'ai cherché parce que justement je me posais la question, ça a un rapport avec le trafic d'anis. Ça date d'il y a très très longtemps, c'était une confrérie. Et c'est une confrérie qui s'est mise à restaurer des lieux, etc. Oui, il y a une espèce d'écusson là. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Mais c'est très très vieux. Hein. Ah oui, qu'est-ce que vous pouvez faire là? Alors là, monsieur avait envie de le raconter, vous voulez le raconter? Non, allez-y, je veux pas empiéter. Donc, le seigneur de Kervéréguin, qui est donc le seigneur du manoir, était le vassal du seigneur de Kérazon. Et donc il devait, une fois par an, il devait à son supérieur une redevance feudale. Et ça se passait ici. Et il lui donnait alors un gant d'épervier avec sonnette, vous saviez, un pot de vin, une lière de pain, un quart de sou et des pommes et des poires. Voilà. Et ça se passait, et la cérémonie se passait ici. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on rentre à l'intérieur de l'église parce qu'il y a deux, trois petites choses à voir qui sont assez intéressantes. Vous voyez, qui est en bois polychrome, il est du 18e et il a été restauré en 1994. L'autel que vous voyez, c'est l'ancien autel de l'église principale, il est du 18e. La statue qui est sur la gauche, qui est la Vierge à l'Enfant, qui s'appelle Notre-Dame-des-Croix, elle date du 15e siècle. C'est quand même une très très vieille statue. Elle a été restaurée en 2001. À droite, vous avez Notre-Dame de la Pitié, guide des prisonniers. Elle a été réalisée en 1946 à la demande du général de Belvedere, en hommage aux 100 000 occultistes faits prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, vous avez Saint-Maurice de Langonelle sur votre droite et vous avez Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus là sur votre gauche. Ici, il y a un pardon le 3e dimanche de juin. Elle est rarement verte. En ce moment, elle est verte, mais elle est rarement verte. Il y a quand même des choses un petit peu précieuses. Paroissiale, où je vais vous montrer quelques tombes assez particulières, comme la petite fille et puis la fameuse tombe de Mission. Et donc je vais vous dire 2-3 mots sur la chapelle, sur l'église, sachant qu'il y a des visites guidées le matin par des gens qui sont vraiment passionnants et qui en savent beaucoup plus que moi. Et pendant qu'on est dans un endroit fermé et que vous m'entendez bien, je voulais vous dire que si vous avez envie d'en savoir plus sur le Cludi, on vend à l'Office du tourisme un petit livre qui s'appelle « Si le Cludi m'était compté » au prix de 10 €. Vous le trouvez aussi dans les librairies. Voilà, on va monter dans le car et on va aller donc finir par l'entrée paroissiale. Par contre, Bretagne qui est en excellent état de conservation, ce qui est très rare parce qu'ici on voit beaucoup d'églises gothiques. En fait, au départ, c'était une abbaye construite en bois par les moines de Saint-Gildas de Ruiz au VIe siècle à la mémoire du fameux Saint-Udi dont je vous ai parlé au départ. Et puis elle a été détruite au Xe siècle lors de l'invasion normande et une deuxième abbatiale a été construite au XIe siècle par les barons du Pont qui l'a confiée au clergé au XIIe siècle. Les constructions des chapelles latérales datent d'ailleurs du XIIe siècle. Il y a eu une première construction en granit, c'était la première fois qu'on utilisait les pierres locales. En fait, le plan de cette église est identique à Saint-Gildas de Ruiz et à l'abbaye de Landévennec. Elle est inspirée par celle de Saint-Benoît-sur-Loire.
Donc je vous rappelle que lorsque nous allons descendre, on prend toutes nos affaires parce que le car s'en va. D'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Oui. À bientôt. Peut-être à une autre fois. C'est ça, pour Bah oui, j'imagine, avec un truc pareil. Alors moi, vous dépassez l'église et vous mettez sur le parking en dessous. Ah, ça pour vous c'est plus facile et moi je veux les faire rentrer par les échaliers, donc c'est impeccable. D'accord. Je sais pas. J'ai fait des 20 centimes. Oui, bah. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Oui. Au revoir. Son prix de volant, je crois. Donc moi j'ai déjà vu 35 fois. Moi je sais plus, c'est les dates, je sais plus quoi. Pas tout le monde a grand-mère qui peut regarder ou pas. Sous l'eau. Et donc la fleur, la mer venait jusque là. Elle a été construite au bord de l'eau au XIVe siècle. Et voyez le petit clocher que vous voyez là, initialement il était au milieu. C'est-à-dire que la chapelle, elle était le double de ce qu'elle est actuellement. Et elle a été ratiboisée pour permettre de faire la route. Ah oui. Elle a fait office de sacristie lorsque la sacristie actuelle avait été détruite par le feu. Et en fait, il s'est passé plein de choses dans cette chapelle. D'abord, c'était là qu'était déposé le cahier de doléances de la paroisse au moment de la Révolution. Il y a eu la première assemblée pour élire les membres de la commune en 1790. Et j'ai su très récemment qu'on entreposait là les marins péris en mer avant leur enterrement. Ouais. Alors ici, on est dans un enclos paroissial vraiment au sens strict du terme, puisqu'en fait, le Placitre, pour qu'il soit nommé enclos paroissial, il doit avoir au moins une église, on l'a, un ossuaire que vous allez voir, on l'a. Bon, la chapelle reliquaire, on ne l'a pas, mais le calvaire, le mur d'enceinte, la porte triomphale, le cimetière dans le Placitre et la fontaine. Et ici, tout est réuni pour s'appeler enclos paroissial. Ouais. Alors vous voyez, et ça a été réalisé par les architectes Bigot et Gould, à qui l'on doit les flèches de la cathédrale de Quimper et de nombreuses églises parisiennes comme la Sainte-Chapelle, Saint-Séverin et Saint-Jean-l'Auxerrois. Alors initialement, le Placitre accueillait tout le cimetière et en 1997 on a refait tout le cimetière, on a enlevé des tombes qu'on a mis au nouveau cimetière et ici on a gardé que des coins, on a gardé 3 îlots de tombes. Alors comme celui-là c'est plus intéressant, on finira par celui-là. On va d'abord aller voir le premier là-bas en face.